Il est souvent dit, hein, et partout d'ailleurs même dans le monde et particulièrement au Bénin, que le Béninois est trop individualiste, une accession qui coule les rues. Comment guérir alors ce mal, puisque ça crée tellement de problèmes au développement de l'économie du pays? On n'y pense presque pas. Et là, suivez sur ce grand rendez-vous l'avis du consultant en gouvernance et évaluation des politiques publiques. Il s'agit bien sûr de Roland Mouton qui nous rejoint déjà sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'accepter surtout intervenir sur ce sujet qui vraiment, de qu'on vous diront, mais c'est faux ce que vous dites, les Béninois travaillent bien évidemment ensemble, mais il y a plusieurs cas dans lesquels qu'on peut évoquer et prouver réellement qu'on est individualiste dans le pays. Alors, il est souvent dit cela. Quel est votre avis sur cette accession? Les Béninois sont individualistes. Qu'on le dise, il n'y a pas à s'étonner, puisque l'homme naît avec déjà les bases qui pourraient le prédestiner à développer ce côté individualiste. Ah, d'accord. En fait, nous naissons avec l'ego. Donc, ce n'est pas la faute aux Béninois. Oh, il y a toujours... ce n'est pas une spécificité béninoise. Bien sûr qu'il y a certaines formes d'exacerbation qui nous caractérisent. Et on pourra comprendre plus tard ce pourquoi. Quand nous naissons, il y a ce que couramment nous appelons l'ego. C'est le moi en nous. Et c'est aussi une marque identitaire. Okay. En soi, l'ego n'est pas un élément négatif. C'est quand il est surdimensionné qu'il y a possibilité d'aller vers l'égoïsme, qui est une attitude à se croire seul dans l'univers et à ne compter que sur soi et à mettre en minorité toute tendance ou toute initiative qui pourrait être portée par le collectivisme ou l'équipe. Pourquoi le Béninois est étiqueté individualiste? Mais on peut se poser la question, mais est-ce que nous sommes nés individualistes? On ne l'est pas. Mais il y a des thèses qui prouvent que, en soi, je ne suis pas historien, je ne suis ni sociologue ni anthropologue, mais l'histoire de l'humanité, on l'apprend à travers une culture générale. Mais dans nos milieux familiaux ancestraux, vous avez quand même ce qu'on appelle l'abrapalabre, qui ce que l'on appelle dans nos langues, enfants par exemple, on dit le gbadalissa, le ranlissa. Vous avez par exemple des audiences foraines qui sont le dogbotinsa, qui permet de concilier des protagonistes, des antagonistes sur un sujet, soit d'arbitrer ou encore de juger à caractère provisoire ou définitif. Vous avez dans nos villages, par exemple, dans l'ancien temps, quand une situation, que ce soit bonne ou fâcheuse, arrive, survient sur un individu, on fait la solidarité. Dans nos langues, chaque milieu ethnique a son appellation. En milieu fond, on appelle le zindo. Le zindo, ça peut être un événement heureux ou malheureux. Vous avez les travaux communautaires au profit d'un individu, peut-être victime d'une tornade, d'un vent qui a décoiffé sa toiture. Oui. On va spontanément l'assister. Donc, il y avait, et puis par exemple, les villes Omégon. Les villes Omégon, a priori, on pense que c'est quand les parents n'ont pas les capacités financières pour élever. C'est peut-être en surface qu'on voit cet aspect. Profondément, c'était pour sociabiliser l'enfant. On l'envoie dans une autre famille parce qu'on sait que cette famille, il y a un bon niveau d'éducation. Les enfants de ce milieu-là, visiblement, on porte une identité qui donne de la fierté. Donc on l'envoie là pour être éduqué. Il n'y a pas que le gain financier qui amène les parents à placer leur enfant. Bien entendu, ça a eu des dérives plus tard. Donc dans nos habitudes identitaires, il y a bien ce que nous pouvons appeler le collectivisme. Okay. Travailler ensemble. On peut l'appliquer à des activités génératives de revenus. Le Refume Renosoudé, par exemple, le Adogbe, et bien d'autres initiatives. Le Adogbe, par exemple, permet en fin d'année à tout le monde de fêter en joie. En joie. Le Refume Renosoudé, c'est que quand vous avez un événement, tout le monde vient pour vous assister. Donc nous avons beaucoup d'éléments qui montrent que nous ne sommes pas nés individualistes, mais nous avons été affectés d'abord par le sens normal de la civilisation et la démarche du progrès. Quand nous grandissons, on commence par s'affirmer. Dans cette affirmation, on peut développer le mauvais côté qui est l'individualisme. Mais il y a aussi des chocs
exogènes. Vous avez par exemple l'esclavage et la traite négrière. Négrière, c'est deux éléments différents. L'esclavage qui était la soumission d'un peuple, la traite négrière qui était la déportation de ces individus, de ces braves valides pour des fins économiques ou d'autres peuples. Oui. Voilà. Les deux mises ensemble, l'esclavage et la traite négrière, ça a duré quand même 4 siècles. Et au lendemain de l'abolition de l'esclavage, nous avons connu encore une autre attaque à tendance à une connotation culturelle qui nous ont dénaturé. C'est la colonisation, qui est une déportation d'un peuple étranger à un territoire pour le coloniser. Et là, c'était encore avec un impact culturel, sociologique, et des peuples qui étaient politiquement, économiquement, socialement bien organisés ont été déstructurés. Voilà. Alors, est-ce que... Donc, du coup, oui, tous ces éléments-là mis ensemble nous ont modelés autrement, en copiant alors des cultures qui n'étaient pas les nôtres. Vous voyez combien nous avons la facilité à saluer. Il y a même des peuples, des ethnies ici au Bénin où pour saluer, ça peut durer 3 à 5 minutes. Mais aujourd'hui, les mêmes peuples aujourd'hui n'ont pas les mêmes réflexes. On peut se dépasser sans se saluer. Donc, il y a une acculturation. Donc, nous avons commencé par incorporer la famille nucléaire. Nous n'étions pas une famille nucléaire. Aujourd'hui, c'est le cas. Papa, maman et les enfants, tout court. On se soucie très peu de la tante, de l'oncle. Dans cette tendance-là, on le comprend, la globalisation, la mondialisation, l'effondrement des barrières. Oui, alors, ça nous a amené à adopter de nouveaux comportements. Alors, et d'où l'individualisme. Voilà. Mais est-ce que ça peut durer encore avec les nouvelles donnes, les réalités dans lesquelles nous sommes aujourd'hui? C'est un questionnement. C'est un questionnement, c'est vrai. Alors, vous avez parlé, par exemple, de la culture béninoise dans laquelle le collectivisme était vraiment développé, était prôné et tout. Est-ce qu'il faut aujourd'hui élargir cette culture? Vous avez cité par exemple le Adogbe, le Zindo et autres. Est-ce qu'il faut... Le Dogbotinsa. Alors, le Dogbotinsa, comment élargir, voilà, comment élargir alors ces différents concepts là à la vie de tous les jours, dans un concept de définition des politiques publiques aujourd'hui, puisque vous êtes un spécialiste en évaluation des politiques publiques. On ne sent vraiment pas qu'autour de nos politiques publiques, on ne sent pas l'union. On ne sent vraiment pas une seule voix autour de ces politiques-là pour leur mise en œuvre et leur développement. Mais vous faites bien de demander cela et de faire le lien avec la gouvernance publique. Parce qu'une cité, c'est des hommes, c'est des moyens et des finalités. Et l'ensemble de tout ce système, tout ce dispositif public cherche comme finalité le bien-être des citoyens. Oui. Un bien-être aujourd'hui, dans un monde globalisé, avec une économie libérale, c'est la production. Et on ne peut pas produire et être très efficace et encore durablement si on développe l'individualisme. Les grands succès aujourd'hui sont le fait des équipes. On réussit très peu seul, mais on réussit plus vite. Mais se mettre ensemble requiert des aptitudes. Comment alors, dans un territoire cité moderne appelé République, on peut profiter des avantages du collectivisme, donc d'une dynamique de synergie de groupe, pour impulser? Il y a 2 possibilités à tout le moins. Soit on fait ce qu'on appelle les coachings, les formations, c'est peut-être dans la famille, c'est peut-être encore à l'école, c'est peut-être les organisations de la société civile, et ça devient beaucoup plus structurellement engagé, mais avec un risque aléatoire. On laisse l'individu et certaines forces vives de la nation s'en occuper. Mais la manière la plus durable, c'est d'en faire une politique publique. Je prends par exemple le mode par lequel nous finançons les activités génératives de revenus. Cette pléthore d'initiatives de financement entrepreneurial, on peut dire que pendant 5 ans, par exemple, nous n'allons plus faire un prêt à un individu. C'est aussi simple que ça. Même si c'est un individu qui a l'idée d'innovation et de créativité, on l'oblige à rester dans une équipe parce qu'on est convaincu que seul il ne pourra pas. Surtout la transmission du savoir. Et comme l'individu il est essentiellement révocable et précaire, si nous finançons, il est peut-être le leader, on le finance seul et il n'a que des salariés, et si demain il n'est plus là,
quelle durabilité dont on peut s'assurer pour pérenniser. On constate, Donc, on constate hein, même une mort précoce des entreprises tout à fait, aujourd'hui. pour beaucoup de causes, au nombre desquelles celle-là. L'individualisme. L'individualisme. Donc l'État, par exemple, en faisant sienne cette préoccupation, peut dire, pour une durée donnée, pour fouetter l'esprit d'équipe, nous pouvons nous engager pour dire, quel que soit le mécanisme de financement des initiatives génératives de revenus dans des entreprises, que ce soit même les startups, d'abord le thème startup, c'est vous ne pouvez pas être seul, vous devez être en équipe. Voilà. En équipe, donc nous finançons. Cela pourrait avoir un avantage, c'est la caution solidaire. Nous n'allons plus demander à un individu quelle est ta contrepartie ou quelle est la garantie que vous nous offrez. Parce qu'en équipe, ça fait une caution solidaire. Quelqu'un forcément serait là à défendre les valeurs pour lesquelles le financement a été octroyé. Vous avez par exemple dans nos services publics, administration publique, mais aussi dans les entreprises, l'ergonomie dans laquelle nous travaillons, c'est un peu trop individualiste. Vous avez peut-être même des personnes d'une même direction qui ne communiquent pas. Or, cette communication est nécessaire pour mutualiser les atouts, les problèmes auxquels moi je suis confronté, pour lesquels j'ai investi des moyens, des ressources publiques pour solutionner. Il faut que cette solution, je la mette à disposition d'une autre structure, d'un autre service qui a les mêmes services similaires. Je prends par exemple la qualité de l'accueil dans les directions. Si dans un département ministériel, on a réglé la question de l'accueil, il ne faut pas attendre que d'autres ministères aient les mêmes difficultés et qu'ils s'investissent dans un diagnostic similaire. On gagnerait du temps, par exemple, à communiquer. Or, communiquer requiert que nous ayons les mêmes perceptions, ou tout au moins une pluralité, une tolérance dans les regards. Ça passe par l'acceptation de l'autre, la diversité d'opinions, mais avec un organe, quel État régulateur pour insulfer, pour porter et pousser cette dynamique. Donc, si nous voulons inscrire le collectivisme, qui est une option qui met l'État devant, en ayant comme finalité le travail en équipe, si nous voulons le faire, l'État est, dans une certaine mesure, porté à canaliser la dynamique. Parce que dans le travail d'équipe, il y a toujours des contentieux. Et les contentieux qui naissent du travail de groupe, on ne peut pas les régler comme si nous étions dans du bilatéral. Deux individus Y sont dans du bilatéral, mais quand ça commence par être 3, 4, 5, il y a de nouvelles techniques maintenant de règlement. Ça passe par beaucoup de mécanismes de conciliation des différents. Les structures en charge du monde du travail sont outillées pour aborder ces thématiques. Cette thématique-là. Alors, il y a par exemple Michel Winnock qui dit que le triomphe de l'individualisme s'est fait au détriment des appartenances collectives. Que pensez-vous de cela? C'est philosophique. Hein? C'est philosophique. Mais reprenez un peu pour que ça puisse encore... Il dit le triomphe de l'individualisme s'est fait au détriment des appartenances collectives. C'est de toute évidence vrai. Tout à fait. Puisque... Mais encore que, on peut nuancer. Vous avez des individus qui a priori sont individualistes, parce que pour être efficace dans l'équipe, il faut avoir un potentiel, des valeurs intrinsèques. Et ces valeurs, vous y parvenez par vos efforts personnels. Et c'est la dynamique de mettre au service de l'équipe qui est le collectivisme. Donc, vous ne pouvez pas, dans le collectivisme, être efficace si individuellement, vous n'êtes pas porteur d'une richesse en savoir tout court, savoir-faire, savoir-être et les aptitudes les plus variées possibles. Pour nuancer, pour dire, vous prenez par exemple certaines disciplines sportives, même dans nos administrations, quand vous êtes footballeur par exemple, le collectivisme suppose que si l'autre individu est le mieux placé pour mettre le but, vous lui donnez la balle, pour ne pas être égocentrique. Donc, de l'altruisme. Vous êtes un bon passeur, mais l'autre est le bon buteur. Le bon buteur. Oui. Dans le cas de figure, vous avez tous bien joué. Mais toujours dans cette discipline sportive, oui, vous avez l'obligation d'être talentueux individuellement. Oui. Parce qu'à des moments, il y a des jeux, il y a des faits de jeu, des moments de jeu où
votre potentiel, si vous voulez tirer un penalty. Vous êtes tout à fait d'accord avec moi quand on dit que le Béninois Un contre un, vous il devez est être compétent, meilleur. le Béninois est intelligent, mais comment mettre ensemble ces intelligences-là, ces compétences-là? Comment travailler en intelligence collective? C'est ça le véritable problème. Est-ce qu'on peut y arriver au Bénin un jour? Et comment faire de façon pratique? Bon, de façon pratique, il faut y penser. L'intelligence humaine est ce puits inépuisable. Donc, rien n'est impossible à l'homme dès lors qu'il en prend conscience. Nous avons pris conscience aujourd'hui que, pour des facteurs que j'ai évoqués tantôt, nous sommes devenus individualistes. Nous voyons les limites de cet individualisme. C'est la contre-performance. Nous ne pouvons pas durablement porter des initiatives sur 50 ans, 100 ans. Or, nous en voyons ailleurs. Ça veut dire qu'il y a un travail d'équipe qui se fait ailleurs et qui est plus performant. Ce travail performant, nous pouvons le faire, il suffit de le penser. Comment, par exemple? Oui, allons-y. Si vous recrutez, par exemple, pourquoi les hommes travaillent ensemble? Ils travaillent ensemble parce que ils sont à la quête d'un bien-être économique pour régler les five basic needs, pour régler leurs besoins fondamentaux. Vous recrutez par exemple des individus 4-5. Ils ne se sont jamais vus ensemble. Ce pourquoi ils sont venus, ils le connaissent seulement individuel. Or, individuellement, il y a rupture de la chaîne. Vous voyez par exemple, BB24, là où vous m'avez reçu, je vois combien vous avez travaillé en chaîne. Mais quand vous les avez recrutés, il ne faut pas individuellement seulement leur attribuer les tâches, il faut les mettre ensemble pour que l'un sache que quand il est défectueux, il n'est pas performant, ça impacte sur le rendement de l'autre. J'ai une image, peut-être pas forcément d'ici. Google, par exemple, et Samsung, quand on les recrute, leurs salariés, on les met ensemble, on donne des ballons à tout le monde, des ballons gonflés à tout le monde. On dit, nous voulons celui qui va le plus percer les ballons. Et il y en a qui refusent de percer les ballons, mais on dit, mais la performance qu'on attend de vous, c'est de percer le plus de ballons possible. Mais il y en a qui refusent de percer. Mais finalement, dans la notation, c'est ceux qui ont refusé de percer, qui ont été bien notés. Pourquoi ils disent, soit je réussis à prendre le ballon gonflé, ou je ne le prends pas. Si pour le prendre, il faut le percer, je ne le prends pas. Il vaut mieux que ça soit utile à l'autre. Mais ceux qui ont laissé les ballons gonflés à l'autre, on les a bien notés. Ça veut dire quoi? Et si on doit même prendre les Si pour être meilleur dans mon étude de production, je dois arriérer mon collègue de service, mon ascension n'est pas utile. N'est pas utile. Ça, c'est vrai. C'est juste un exemple illustratif pour montrer que par une volonté politique, nous pouvons inventer des outils, des stratégies pour insuffler la dynamique d'équipe au sein de nos unités de production, qu'ils soient du secteur public ou privé. Alors, en parlant même d'invention d'unités pour pouvoir mettre les Béninois ensemble, je pense bien sûr à la jarre trouée du roi. Tout à fait, une allégorie qui illustre bien votre préoccupation. Cette préoccupation-là. Merci beaucoup à vous. C'était un plaisir pour moi. Mouton. Et bonne reprise à vous sur BB24. Merci beaucoup.